Salut, chers auditeurs de TRM On t'aime. On est aujourd'hui sur Paris pour tourner un épisode un peu spécial. On est en direct de Station F. Il y a quelques jours ici se déroulait l'IA Summit avec le président de la République française Emmanuel Macron et tous les grands pontes de la tech mondiale. Mais on n'est pas là pour les rencontrer eux. On va tourner un épisode un peu particulier avec Augustin Doumbé, président et fondateur de la société Delivery Academy. Le transport de marchandises règne au cœur de la Startup Nation. Ici, dans la Station F, on va parler expérience de livraison, on va parler formation des conducteurs routiers, on va parler de son parcours incroyable, de toutes les étapes qui l'ont amené à intégrer ce fabuleux écosystème. Ici résident 1000 startups qui inventent le monde de demain. Parmi l'une d'entre elles, il y a la Delivery Academy, le futur de l'expérience de livraison. Bienvenue sur TRM On t'aime, le podcast qui fait battre le cœur du transport, de la logistique et de la supply chain. Je suis Victor Gonzalez, transporteur passionné et cofondateur de Barry. TRM On t'aime, c'est un podcast qui met en lumière les histoires, les idées et les transformations qui façonnent cette industrie. Ici, on va parler de tout. Des épopées d'entrepreneurs qui ont fait l'histoire du TRM, des innovations qui tentent de transformer le secteur, des histoires des PME, des ETI familiales, des défis qu'ils rencontrent et de leurs initiatives pour s'adapter à un monde en mouvement. L'objectif de ce podcast, vous donner envie de regarder le transport autrement, avec curiosité et respect. Alors embarquez avec nous, profitez du voyage, c'est parti. Salut Augustin, comment ça va ? Ça va et toi ? La forme, impeccable. Merci de nous accueillir. Merci à toi Victor. Ici, on est à Station F. Truc de ouf, tu nous expliqueras un peu peut-être le lieu Station F pour ceux qui connaissent pas. On va parler aujourd'hui entrepreneuriat, changement un peu de paradigme dans l'expérience client, l'expérience de livraison. C'est ça. Moi, je te connais. Je connais la Delivery Academy, mais les auditeurs de TRM On t'aime connaissent pas. Du coup, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un peu c'est quoi ta boîte, quoi ? Ok. Augustin Doumbé, pour faire très simple. D'ailleurs, je vais commencer par un parcours, comme ça au moins ça sera fait. Parcours supply chain, donc un master à l'école supérieure des transports. Okay. Donc, je voulais absolument découvrir le transport parce que moi, je suis né dans le transport. Okay. Et comment j'y suis arrivé ? C'est ma mère en troisième qui est professeure de français. Okay. Et qui arrive en troisième et qui trouve un fascicule disant le transport de demain cherche ses cadres. Okay. Et ça, c'était en 2007, ça c'était en 2004 et 2003. Donc tu vas réussir, mon fils. Il y a des opportunités dans le transport. Exactement. Donc, elle trouve le fascicule et elle connaissait cette importance de l'orientation. Donc, et moi, je cherchais un métier qui me permettrait de voyager, qui me permettrait d'être au chaud. Enfin, voilà, en troisième, il y a 2-3 repères comme ça, quoi. Au chaud en hiver, au frais en été. Et voilà. Et c'est comme ça que dès la seconde, je commence à travailler mon orientation, les écoles, etc. Je passe par un DUT. Okay. GLT, donc gestion logistique et transport. Exact. Et j'arrive à l'UST. À l'UST, avec déjà 2 ans d'alternance. Donc voilà, déjà ce professionnalisme-là, enfin du moins les premières années, en connaissant un peu les postures, parce que j'ai bossé chez Orange pendant 2 ans, et j'ai continué mon alternance à Supply Chain France chez Orange. Okay. Et c'est comme ça que j'évolue à l'UST, ça se passe plutôt bien, sortie promotion 2011. Okay. Et j'embraye avec un MBA en achat à l'ISC Paris, parce que je voulais absolument travailler chez un chargeur. Et moi, j'estime que je suis un enfant du transport, mais je ne suis pas un technicien du transport. Une grosse différence. Et pourquoi, je ne sais pas, mais je vais absolument travailler chez un chargeur. Et c'est comme ça que j'arrive chez Alstom sur un poste d'acheteur international, supply chain. Okay. Donc, mon job chez Alstom était de dire, lorsqu'un contrat était verrouillé entre 2 pays, plus ou moins, mon job était de sourcer les pure players qui allaient transporter mon train, mon TGV de Valenciennes à Johannesburg. Ouais, parce que c'est pas du transport standard, là. On est quand même sur des grosses pièces, généralement. Exactement. Ouais. Grosses pièces. On devait transporter quand même le moteur, la pièce, la vis, tout comme le métro, voilà. Ouais. Et tout type de gabarit, mais oui, clairement, c'était du transport plutôt sympa. International. Avec les enjeux douaniers. Exactement. Donc voilà, donc c'est mon job avec tous les gros pure players qu'on connaît, DHL, TNT, Panalpina, et j'en passe.
Donc voilà, c'est ça mon job. Ok, cool. Et après 3 ans, je me suis dit, OK, le corporate, je connais. Les enjeux du corporate, OK. Et j'avais identifié que cette aventure n'était pas à la hauteur de mes ambitions. Parce qu'évidemment, quand on est en corporate, c'était pas intégré dans le parcours jeune talent. Tu vois, les parcours des pépites, là, tu vois. Bah, en réalité, même si c'était le job de mes rêves, parce que quand tu es acheteur supply, chez Alstom, tu voyages beaucoup, gros portefeuille. Et je me suis posé cette question fatidique, est-ce que je vais faire ça pendant 40 ans? Ouais, parce qu'il fallait 40 ans pour atteindre tes ambitions. Enfin, 40 ans, pour moi, je serai à la retraite, du moins. Évidemment, la réponse était négative. Et c'est comme ça qu'avec un ami, parallèlement, après le boulot, Joël, qui a fait également l'EST. Ok. Donc vraiment une mafia EST1, quoi. Et du coup, donc c'est pour ça qu'on montre le business plan de YouOrder. YouOrder, c'est, tu connais Frichy? Ouais. Mais les 100 premiers livreurs de Frichy, c'est ce que j'aime bien dire, en marque blanche, t'es rien d'autre. Ok. Donc, on était vraiment la première start-up delivery à Paris, à accompagner toute la food tech qui est arrivée. Tu te précises Frishti pour ceux qui connaissent pas? Frichy, c'est une plateforme qui te permettait de manger proprement, qui te permet, puisque Paul a repris le sujet, qui te permet de manger proprement, sain, se faire livrer un bon plat en fonction des semaines. Et ce qui était génial chez Frichy, c'est qu'ils avaient intégré toute la chaîne de valeur, de la conception du repas à la livraison. Exactement. Donc, du coup, on avait bossé avec eux et c'est comme ça qu'on a eu cette hyper croissance. On a fait ça pendant 4 ans. Et donc, toi, tu fournissais le livreur, le scooter, le livreur formé, plus ou moins briefé, brandé à la marque, à l'image de la marque, et le scooter électrique. Donc, les premiers scooters électriques parisiens professionnels. Ok. Voilà. Et d'où c'était venu ça? C'était avec Joël, d'ailleurs, qui travaillait à l'époque chez Star Service. Qui avait une vision très micro de la logistique et moi très macro chez Alstom. Et on s'est dit, bon, il y a forcément un truc à faire. On a vu arriver cette tendance de l'auto-entrepreneuriat. Ouais. On s'est dit non, il fallait absolument une touche sociale. Donc, nous recruter des livreurs. Ce sujet de se dire, il fallait livrer green, mais flexible. D'où l'idée du scooter. Alors, et d'ailleurs, même très tôt à l'époque, on avait fait ce choix entre vélo et scooter. On avait commencé par le scooter parce qu'on s'est dit, bon, la pénibilité du travail, etc. Donc, on a choisi le scooter électrique. Et vraiment, les premiers scooters électriques franciliens, français même, c'était les nôtres, avec le partenaire allemand. Et une techno, parce qu'à l'époque, en 2014, quand le livreur partait livrer, avec une tournée de pisage, par exemple, il partait faire un bisou à sa maman, à sa copine, on ne savait pas où il était. T'imagines? On ne savait pas du tout où il était. Donc, on s'est dit, il faut créer une techno pour optimiser. Pour s'assurer que le mec, il s'arrête pas sur la route. T'inquiète pas, je te vois, reviens, s'il te plaît, reviens, passe par droite, passe par la gauche. Donc, la première techno qui nous a servi à optimiser les opérations, et du coup, qui nous a bien servi. Également, dispatching. Est-ce que tu géolocalisais le portable du lecteur, évidemment. Voilà. Donc, on a fait ça pendant 4 ans, c'était génial. On a fait plusieurs millions comme ça. Plusieurs centaines de collaborateurs, de livreurs. Non, dingue. Bah, en fait, le besoin en ressources, il était tel. On a fait plusieurs millions avec 3 clients. On était vraiment au tout début de cette aventure-là. Donc, le right momentum, quoi. Du monde de la delivery. Voilà. Delivery est arrivé, ils sont passés par nous. Augustin, on veut 50 livreurs tous les mois. Plus 50. On ne peut pas tenir. Impossible à tenir. On a levé des fonds, etc. Et comment tu les sourçais, les mecs, du coup? Franchement, à part, il y avait 2-3 gros à l'époque, Star Service, Cogepa, etc. Mais c'était un monde très peu médiatisé. Ouais. Donc, c'est nous qui avons un peu fait connaître la livraison aux mecs du quartier. Ouais. Donc, travailler chez YouOrder, c'était devenu hyper hype. Les gars, et un bon plan. Il y a le livreur chez YouOrder. Et c'était incroyable pour eux parce que du coup, ils rentraient avec le scooter, etc. Donc, à l'époque, c'était facile de sourcer. Et t'avais pas le problème de mecs qui font des roues en rentrant? C'était transparent pour nous, on voyait pas, tu vois. D'ailleurs, anecdote incroyable, on se fait livrer des scooters à 16h. Et comme tout transporteur aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai créé la Dev Academy et j'y arriverai. On fait le recrutement à 14h. On recrute des mecs, ils signent le contrat. Les mecs sont sous le scooter 1 heure après, véridique, hein. Et ce jour-là, je me rappellerai toujours. Mais vraiment le scooter encore plastifié, hein. Et un livreur qui fait 100 mètres, il glisse 100 mètres, mais je le vois en train de glisser. Et le scooter à l'époque coûtait 6 000 €, 6-7 000 €. Et je le vois glisser. Je me dis, mince, il glisse. Et là, je regarde mon associé, on se dit, bon, 7 000 € quand même. Hein.
Donc voilà, plein d'histoires comme ça, on peut raconter des tonnes d'histoires. J'imagine des anecdotes, on a Incroyable. plein. Donc voilà, donc du coup, belle aventure, ouais. Et c'était ficelé comment ça? Donc toi, ton job c'était de fournir un conducteur auto-entrepreneur. Je disais à Frishti, ok, super, tu veux pas faire le, entre guillemets, sale boulot, Ouais. ok, boulot un peu chiant, management, avec des opérations, dis-nous combien de livreurs tu veux et propose-nous ta roadmap, tout simplement. Et tous les mois, il me disait, ok, Augustin, mois prochain, c'est plus 20, c'est plus 10, c'est plus 30. Et c'est comme ça qu'on scalait au fur et à mesure. Ok. Donc Toi, tu recrutais des mecs avec quoi, de l'ADS? non, même pas. Même pas? Une offre sur Indeed, à l'époque, j'ai une offre, j'avais 600 CV. C'était l'abondance. C'est l'abondance du profil à l'époque. J'ai 600 CV, mais c'était incroyable. Donc du coup, le plus dur, c'est vraiment de trouver les bons profils de confiance. Et c'est comme ça qu'on a scalé. Donc, un transporteur classique, un gros appareil RH, un gros appareil opérationnel. Et Joël et moi Et ces gars-là, tu les recrutais ou ils créaient un compte? Non, Tu les recrutais salariés? Salariés. C'était le pari, justement. Ok. On a pris justement ce risque. Et après, tu faisais la location, du coup, véhicule plus conducteur? Exactement, c'est ça. Donc, on salariait les mecs. Parallèlement, on louait les scooters parce qu'évidemment, on n'avait pas forcément le cash pour acheter Bien sûr. les scooters. Donc, Et puis bon, c'est quoi l'économie secondaire d'un scooter électrique qui a fait de la livraison urbaine? bon, je t'en parle pas. À l'époque, il n'y avait pas d'économie secondaire. C'est non. que il y avait des entretiens tous les mois et demi ou tous les 2 mois qu'on respectait quand on était très bon. C'est la réalité de la start-up et des opérations. Ouais, et puis bon, ça a explosé tellement la demande, tu cours Ouais. comme tu peux, quoi. Deliveroo arrivait, il me disait, putain, je veux plus 50. Foodora à l'époque, Ouais. pareil, plus 50. Puis c'était la guerre, Frishti, hein, c'était la guerre. Et du coup, il fallait faire des choix. Il fallait faire des choix. Ok. Donc, c'est comme ça qu'on a scalé. On a trébuché trop en vol, quoi, puisque en réalité, on a un business plan sur 4 ans à 20-25 millions. Facile, mais sans faire du commercial. Ok. Voilà. Donc, on était un peu on était précurseurs de toutes les boîtes de delivery que tu vois aujourd'hui. Donc, avec cette particularité de dire, on livre en scooter et on scale. On est vers Lyon. On est parti à Lyon pour suivre un client. Donc, on avait 2 villes ouvertes. Non, c'était une belle aventure. Comment t'expliques, c'est marrant, tu me parles, c'est toujours un sujet d'actualité, j'ai l'impression que ça fait 25 ans que c'est un sujet d'actualité, mais le boulot dans les quartiers, comment t'expliques que ça ait généré un tel appel d'air? Que ces types-là qui avaient pas de taf, alors qu'il y a toujours eu des métiers en tension qui recrutaient qui auraient été heureux de recruter ces mecs-là, comment du jour au lendemain, ces types-là, ils sont devenus chauffeurs Uber ou livreurs pour les acteurs dont tu parles, et donc... Mais tu vois, je dissociais 2 points. Donc, typiquement, le profil qui venait chez nous, il était content parce qu'il avait un véhicule avec lequel il pouvait rentrer à la maison. Ouais. Évidemment, de manière opaque, il partait acheter le pain avec, etc., etc. Donc, très sympa. Il avait un téléphone portable, même si c'était quadrillé, c'était pro, etc. Il avait quand même un téléphone portable. À l'époque, c'était pas accessible à tout le monde. Un téléphone portable, avec une ligne full illimitée, etc. Évidemment, la garantie du salaire. Et mine de rien, cette liberté. Parce que quand tu arrives chez un client, chez Frishti, par exemple, tu as ta tournée, même s'il y a une application qui te géocalise, en réalité, tu es quand même tout seul sur ton scooter, tu profites. En été, sous 30 degrés, tu es content. En hiver, tu l'as un peu moins, mais tu es autonome. Voilà. Et ça, les gars appréciaient beaucoup. Ouais, t'as pas un boss qui te prend la tête. Qui te prend la tête. Globalement, c'est toi et ton téléphone, et puis derrière... Généralement, les meilleurs gars, enfin, moi, j'ai toujours dans une flotte de livreurs et de chauffeurs, tu as 15-20% de très, très bons gars. Et ces très, très bons gars, ben, tu les entends pas. Et on peut les oublier pendant 2-3 mois parce que ça tourne, ils sont autonomes, aucun souci, aucun sujet. Donc, voilà, c'est ça qui plaisait beaucoup. Évidemment, avec cette hype, franchement, on avait ouais, et puis il y a une espèce de tendance. Moi, j'ai même des potes qui ont fait des écoles de commerce qui étaient trop contents de prendre le vélo et d'aller pédaler toute la nuit sous la pluie pour aller faire du Deliveroo. J'étais là, mais mec, t'as payé une école de commerce 15 000 balles par an, c'est peut-être pour faire autre chose que du vélo, quoi. Après, moi, je dissocie bien cette hype créée par Deliveroo, parce qu'à l'époque, le marketing, c'était le profil qui pédale pour payer le resto à sa copine. Non, c'est faux. Les mecs qui sont dans les véhicules et sur les scooters, doivent payer des loyers, ils doivent se marier, ils doivent faire avancer leur vie. Donc ça, c'est la vraie réalité du sujet. Et évidemment, le profil Deliveroo,
qui est totalement différent aujourd'hui parce que les profils de plateforme, en réalité, sont plutôt des étrangers sans papier. Parce que ce qui se fait généralement dans ce milieu, c'est que Augustin a un cabis, livraison à vélo, qui sous-loue à X, et Augustin est devant Netflix, il prend 20%. Il prend 20% à rien faire et il y a un malheureux qui travaille derrière, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai créé par la suite la Delivery Academy. Ok, attends, tu vas vite, parce que du coup, ok, tu as une roadmap à 25 millions sur 4 ans, tu recrutes des mecs à l'appel, t'en places 50 par mois chez Deliveroo, voilà, toutes ces marques de livraison de food à domicile en milieu urbain qui sont fait une guerre effrénée à ouvrir des villes, à avoir le maximum de livreurs, à les équiper, les outiller. Ok. Tu recrutes les mecs, tu sources les scooters en Chine, tu vas les acheter toi-même. Même pas, je passais par un partenaire allemand. Ouais. Du coup, je pense 1 ou 2 ans après, on a trouvé un partenaire français qui démarrait aussi. Mais partenaire allemand, je pense qu'il ne croyait pas au départ. Les 2 premiers livreurs de la structure, c'était Joël et moi, en janvier 2015. Donc toi, tu as fait les livraisons pendant 1 an. Joël et moi, on a livré pendant 1 an. Surtout, on a beaucoup livré. Donc, du coup, on a scalé et le partenaire allemand, il pétait un plomb. En lui disant, on a besoin de 25 scooters pour le mois prochain. Il disait, bon, les gars, en termes de risque, on a déjà 50 scooters chez vous. Bon, c'est pas ça, vous êtes un peu jeunes quand même. Il y avait ce sujet risque aussi. Ouais, bien sûr. Ouais. Risque financier. Donc voilà, mine de rien, il nous a suivis parce qu'il a compris qu'on ouvrait un marché et que c'était aussi une belle opportunité pour lui de pouvoir déployer ses produits en France. Okay. Donc c'est comme ça qu'on a défriché le marché, que ce soit en termes de people, que ce soit en termes d'outils, que ce soit en termes de techno. Donc on était en hyper croissance tout en défrichant. Vous avez levé? On a levé via un fonds impact, Inco d'ailleurs, au passage. Okay. Fonds juste génial. Et on a levé entre 500 et 600 000 euros à peu près. Ok. Plus les dettes et compagnie. Donc ouais, mais bon, c'était une levée. De toute façon, tu n'avais pas de problème de cash, toi? Si. Enfin, on n'a pas de sujet de trésorerie. De trésorerie, ouais. Tous nos clients nous payaient à 2 semaines. Ok. Toutes les 2 semaines, on a des virements. Incroyable. Mais. Donc, tu es payé avant de débourser. En gros, tu payes ton scooter upfront, tu payes ton mec à la fin du mois et tu touches ton cash à mi-chemin. Toutes les 2 semaines, toutes les 2 semaines. C'était génial. Ouais, donc, on n'avait pas besoin, on n'avait pas ce besoin de cash. Par contre, quand tu as 25-26 ans, tu n'as pas forcément les réflexes d'avoir un DAF, d'avoir des métriques, même si tu as fait de belles écoles. Hein. Mais on n'avait pas de DAF. Et puis tu dois déjà piloter ta croissance, juste fournir. Il faut juste dormir la nuit, quoi. Nous, on était à ce stade-là. Les gars, il faut qu'on dorme la nuit. Parce que entre l'exécution, le prévisionnel, etc., c'était juste incroyable. Et quand je pense que c'était 2 ans après, on a pris notre premier DAF externalisé. Il arrive, il fait le bilan, il fait tic, tac, tic, tac. Mais vous avez perdu X euros. Mais non. Si, vous avez perdu X euros. Parce que nous, à l'époque, on se disait, un livreur coûte de revient 14 euros. 12-13 euros, le scooter, les ci, le ça, et 14 euros. Je dis non, les gars. D'après vos opérations, la réparation, les congés, blablabla, un mec te coûte entre 16 et 17. Donc, c'est-à-dire que tous les jours, que tu as signé en dessous de 17, tic, tac. Tous les jours, ça. C'est là où on a clairement ouvert les yeux. Et c'était en 2016. Est-ce que c'était trop tard pour... C'était quasi... Enfin, on pouvait pivoter. Et un des axes du pivot était de dire, on passe à une flotte hybride, auto-entrepreneur et salarié. On était vraiment les premiers à réfléchir comme ça. Mais on n'a pas pu le faire parce que on avait un fonds impact qui était entré. Oui. Donc, au board, c'était une vraie réflexion, les gars. On a signé pour de l'impact. Même si en réalité, entre les scooters, la techno, il y a déjà beaucoup d'impact. Ah ouais, déjà, ouais. Mais c'était compliqué. On était en process de rachat avec un gros du secteur qui a duré 6 mois, de janvier 2017 C'était à toi qui rachetais ou c'est toi qui vendais? C'est moi qui vendais. Ah, ok. Un gros chèque en plus. Hein. Et on joue un no-go. Incroyable. Et à 27, 28 ans, tu Putain, là, les montagnes russes, elles sont folles. Elles sont dingues. Et là, tu dis à 27, 28 ans, tu découvres le vrai monde du business et pas de la start-up. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui te fait traîner et qui fait le pari. Je sais pas comment il a su et pu ressentir qu'on a un besoin de trésor et qui fait le pari de se dire, je l'attends là-bas. Ouais. Voilà, c'est plus simple de l'attendre à la casque. Oui, ça, c'est le vrai monde du business. Voilà. Bien sûr. Et voilà, donc du coup, pareil, une levée de fonds qui ramait un peu
Pourtant, on avait des stats incroyables. Je pense qu'on facturait quasiment 300-400K tous les mois. Mais bon, il y a 10 ans, l'écosystème de levée n'était pas aussi mature qu'aujourd'hui. Du recul, moi, c'est mon constat, hein, que tu donnes pas forcément 10 millions à 2 jeunes comme ça, mine de rien. Et puis, c'était sur la place parisienne, elle était quand même pas si mature que ça il y a 10 ans. Quoi. Exactement. C'était le début, en fait. Ça. Et tout le monde disait, bon, ok, les gars, vous allez faire 25 millions, mais un mec, X euros. Donc, c'est-à-dire que pour faire 25, il faut juste multiplier les gars. Ou la techno. En plus, tout le monde était omnibulé par le Facebook Time, la techno faite dans le garage qui arrose le monde. Bon, ok. Donc, du coup, on n'a pas levé, on n'a pas pu se faire acheter. Donc, c'est comme ça que l'aventure entre. C'est terminé. C'est terminé dans redressement, plan social. Donc, tu as traversé ça, du coup. Incroyable. C'est là où tu redécouvres un vrai monde, en fait, un monde parallèle de la vraie vie de l'entrepreneur. Ah oui, là, tu retombes. Voilà, c'est ça. Mais ça doit être hyper formateur, du coup. Ouais, quand même. Aujourd'hui, comme on dit, j'ai bouclé la boucle. Donc, je sais ce qui se passe en amont, je sais le ressenti que tu as quand tu lèves des fonds, et je sais aussi le ressenti que tu as quand tu es devant un juge et qui ne comprend pas ton business. Oui. Les gars, vous avez fait comment dans 18 mois, 24 mois pour monter autant? C'est 26 ans, les gars. Donc, regarde, donc, première erreur, toujours monter des boîtes à Paris. Comme ça, au moins, voilà, les juges comprendront au moins votre business, parce qu'on était à Cergy, dans le 95. Ah ouais. Donc, la start-up à Cergy, personne ne comprenait, quoi. Donc, on découvre un monde parallèle tout aussi dur, si ce n'est plus dur, parce que là, tu fais face à des lois, des règles qui sont bien présentes, quoi, avec une vraie responsabilité de l'entrepreneur. Ouais, et puis tu t'es gonflé ton ego pendant 24 mois en mode putain, on Je suis est. meilleur du monde, je serai millionnaire, etc., je suis millionnaire, etc. c'est parti. Incroyable. On va sur Mars et puis boum, Ça. non, tribunal de commerce de Cergy-Pontoise. C'est Bonjour ça. monsieur. C'est ça. Plan social, mandataire, social, etc. ouais, Faut recaser tout le monde. Faut penser en même temps, tu fais ce job-là parce que en même temps, faut assurer les opérations, faut faire le plan social. En même temps, faut penser à ton avenir parce que tu sais que il y a de fortes chances que dans 3-4 mois, tu bascules en liquidation. Même si ça aussi, c'est une grande histoire. Hein. Alors, normalement, on est proposant un plan de continuation au juge. L'administrateur qui nous accompagne, je lui dis, si tu sors mes meilleurs gars, c'est mort. On est proposé un plan de continuation à 40 livres. Avec justement les 10% que tu disais tout à l'heure, les meilleurs. C'est ça, exactement. Bien sûr. Donc, du coup, il fait son plan social et il me reste 40 mecs, dont 20 à l'infirmerie. Je lui dis, je fais quoi avec? Qu'est-ce que je fais avec? Donc, finalement, avec Julien, on a réfléchi, on s'est dit, bon, les gars, on avance, on liquide. Avant la liquidation, plan de cession, très grande histoire aussi, un mec qui devait reprendre, etc. Voilà. Histoire liquidée. Mais tu sors de là avec, tu vois, j'avais 28 ans, et je venais tout fraîchement de me marier en plus. Ouais. En pensant entrer dans un mariage millionnaire. Tu vas voir, chérie, je vais te régaler. On sera en maths. Mais tu entres dans un mariage au RSA, tu vois. Dingue, mais dingue. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. C'est ça l'aventure, c'est ça l'entrepreneuriat surtout. Bien sûr. Très loin de la hype, start-up, etc. Donc là, on est vraiment dans le dur. C'est ce que les gens ne voient pas, quoi. C'est déjà pour une fusée qui part dans l'espace, il y en a 99 qui se crashent. Et même celui qui part dans l'espace, globalement, il y a le roman entrepreneurial. S'il redescend vivant, tout c'est bien aligné, mais bon, il y a quand même des angles morts tout le temps. Exactement. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis reposé pendant 1 an sur diverses aventures et j'ai compris qu'en réalité, j'avais pris l'ADN de l'entrepreneur. Et que c'était hyper compliqué pour moi. Et que tu avais découvert, apprivoisé, hein, même si il y a des erreurs que tu nous as expliquées là, mais tu avais apprivoisé quand même un secteur qui restait en super croissance, quoi. Exactement. Mais on n'avait rien fait, quoi. Ouais. On n'avait rien fait. On avait juste dit bonjour au secteur. Aujourd'hui, pour te donner un peu de chiffres, des U-orders de l'époque, aujourd'hui, il y a à peu près entre 500 et 700 acteurs qui font ce qu'on faisait à l'époque. Okay. Actifs. Des partenaires d'Amazon qui livrent tous les jours. Je pense qu'il y en a entre 500 et 700 actifs. Donc, on a ouvert un marché de force parce que le changement d'habitude de consommation des consommateurs, aujourd'hui, on se fait quasiment tous livrer. Il est ancré et il n'y aura pas de retour en arrière. Il n'y aura pas de retour en arrière. Surtout que... Là, on est à Station F, il y en a un paquet qui se font livrer tous les jours et les mecs, ils vont pas changer de mode de fonctionnement. Moi, typiquement, ça fait depuis 3 ans que je me fais livrer mes courses ou passer par le drive, mais je ne remets plus jamais les pieds dans un magasin pendant 3 heures.
à part aller chez mon primeur, etc. Mais sinon, faire des courses, Ouais, les courses 80% des plaisir, courses, quoi. Ouais. non, c'est fini. Tu vois. Donc, et j'en suis le parfait exemple. Donc voilà, donc 1 an de transition. Ok. Et avec ce truc de se dire qu'est-ce qu'on fait. Et je Comment m'appelle- tu le vis, toi, perso? Non, dur. Dur? Ouais, dur. Enfin, je me suis toujours considéré comme un privilégié parce que quand tu es entrepreneur, c'est toi qui choisis tes batailles. Ouais. Alors, moi, tous les entrepreneurs, je les appelle des privilégiés parce que tu as le choix entre ou bosser et prendre ton salaire ou vivre des galères d'entrepreneur. Donc, quand tu choisis tes batailles, pour moi, tu es un privilégié. Point. Donc- Je partage ça. Ça fait 5 ans que je me tape la Point. tête contre un mur tous les jours avec Barry et pour de vrai, je suis trop content de le faire, quoi. Oui. C'est trop bien. C'est hyper dur, on a 50 fois plus de galères que les autres, mais ça reste un privilège. Ouais. Et c'est pour ça que je me force à pas me plaindre. Parce que Surtout sur, je trouve de l'innovation, il y a quand tu défriches un marché, quand tu essayes de transformer un secteur, quand tu es le premier sur une innovation, sur une idée, il y a ce truc excitant de on va le faire, quoi. Ça va arriver, en fait. c'est ça. Une vraie excitation, une vraie adrénaline de faire les choses, d'être le premier à le faire. Ouais. Et ça Mais c'est dur, hein. Non, c'est dur. Ouais, c'est dur. C'est hyper dur. C'est hyper dur. Donc, du coup, transition, 1 an. Et je me rappelle toujours, je passe Sur part salarié? Ouais, je fais 2-3 aventures. 2-3 aventures. Ça matche pas, je me fais virer une ou 2 fois. Classique. Tu vois, les vrais dessous de l'entrepreneur que personne ne pitch, tu vois. Parce que mentalement, tu y es pas. Mais ouais. Tu vois, typiquement, j'allais... Et puis, t'es pas un bon salarié. Tu le seras pas. Et je me rappelle toujours, c'est une de mes aventures. Il y a un des DirOps qui me dit, oui, il faut que tu viennes. Enfin, tous les directeurs, on doit faire le point, un daily point, un daily meeting, tous les matins dans mon bureau à 6h du mat'. What? Moi, j'ai pris la rigolade. Je lui ai ri au nez, tellement c'était absurde le truc, tu vois. Et le lendemain, j'étais le seul qui manquait. Et je lui dis, mais c'était vraiment ça. Et je lui ai ri au nez comme ça, tu vois. Et évidemment, 2 semaines après, la DRH me convoque. Non, je ne pas dans les cases. Bref, donc plein d'aventures comme ça. Et c'est comme ça que je crée la Deliver Academy. Okay. Mais 1 an avant, je passe sur un gros truc à impact, France Horizon, je sais pas, c'est un truc comme ça. Et je pige devant 500 personnes l'académie de YouOrder à l'époque. Ok. Parce qu'à l'époque, quand c'était en Comment tu recruter, briefer, lancer sur un métier des mecs en 48 heures, quoi. Il y a un consultant qui m'appelle lorsque j'étais chez YouOrder et qui me dit, Augustin, il y a beaucoup de people, il y a moyen de gagner de l'argent avec l'intégration, la formation, etc. On fait 2 points ensemble. Je me pose au process, je réfléchis, je fouille, j'appelle Pôle emploi à l'époque, je fais un business plan. Et je pense qu'il y a de l'argent à faire, au fait. Évidemment, dans la turbulence, on n'a pas eu le temps de le mettre en place. Et je pitch, je me rappellerai toujours en décembre, et je dis, la YouOrder Academy va ouvrir. Okay. Mais c'était un message subliminal pour dire, j'allais ouvrir une académie. Donc, 1 an après, je veux l'académie, avec le biais de se dire, l'expérience client est au centre du game. Parce que de plus en plus, le seul visage que tu vois, dans ta relation commerciale, entre ta carte bleue que tu pousses sur ton e-commerce et la transmission de ton colis, c'est celui du livreur. C'est le livreur. Et c'est l'étape qui, jusqu'à présent, a été la moins investie. La moins investie. Pourquoi? Parce que on ne pense jamais à ces profils, entre guillemets, délaissés, non visibles, défavorisés. Pourtant, c'est eux qui font ces jobs-là. Ouais. Ouais. Et je me suis dit... Et que ce soit sur le métier que tu connais bien, toi, qui est cette livraison urbaine, qui est faite beaucoup à vélo, en scooter, ou une livraison industrielle, transport routier avec des poids lourds, où c'est pareil, globalement, ça intéresse peu de gens, alors que c'est la dernière étape de la relation contractuelle, quoi. Je prends l'exemple d'un chauffeur poids lourd, on le réalise pas, mais lorsqu'il arrive à quai et qu'il aide à décharger, ben c'est le seul visage qu'on voit en réalité bien sûr. de ce parcours. Donc il y a une vraie importance, en tout cas je l'avais remarqué, un vrai accompagnement, une vraie formation de ce profil-là. Déjà sur cette partie expérience client, parce que entre le fait de porter l'image de la marque et ou du transporteur, entre le fait de pouvoir absorber tout plein de responsabilités, il faut une académie pour accompagner ces profils et le secteur.
C'est évident. C'est dans le... Alors moi, je viens du transport routier. Pour le coup, je suis vraiment né dedans. Tu vois, mon père, un transporteur. Moi, j'ai joué gamin sur les quais d'expédition. Et il y a une phrase que j'ai toujours entendue. Le premier commercial de la boîte, c'est le conducteur. Néanmoins, j'ai toujours jugé que c'était un peu une phrase jetée en l'air. Parce que j'ai rarement vu des entreprises mettre concrètement en œuvre cet adage et former, outiller, équiper, accompagner ces conducteurs dans ce sujet de la relation client, dans ce sujet de l'incarnation de la proposition de valeur, de l'incarnation de la marque. Et je comprends parce que la première raison à ça, c'est une raison économique. Un transporteur, qu'il soit classique ou dernier kilomètre, s'il fait 5% de marge, c'est le bout du monde. Ouais. Et tu mettrais pas ton cash flow à former ta population de livreurs, plus ou moins. Parce que mine de rien, c'est un investissement. Donc il faut un acteur. Ouais, et puis peut-être aussi une histoire de croyance et de, je veux dire, le conducteur, il est pas, non, mais il est pas compétent pour faire ça. Il a un permis de conduire, son job c'est de conduire. Alors que bah, tu vas nous prouver que... Mais tu vois, pendant de 2019, évidemment, le temps de créer l'ingénierie pédagogique, etc., tester avec les premiers clients, j'ai mis 4 ans à évangéliser le marché. Ouais. Quand j'appelais un transporteur, je lui disais, je forme tes gars, tu vas dire quoi un livreur? Quand j'appelais à l'époque Pôle emploi, certains Pôle emploi, une fois je suis tombé sur une dame, elle m'a dit, mais monsieur, mais vous dites quoi un livreur? Je n'y crois pas. Et je lui dis, mais c'est pas votre job d'y croire. Votre job, c'est de financer, point. Elle dit, j'y crois pas. Qu'est-ce que vous dites un livreur? Mais pas de chance pour eux, j'avais vécu ça pendant 4 ans. Entre la compétence du professionnalisme, le livreur qui est là déjà, un livreur qui est présent, c'est bien. Un livreur qui est ponctuel, t'es très bon. T'es transporteur, t'es très bon. Un livreur qui a conscience, qui représente cette image de marque, blablabla. Donc, tout ça cumulé, mine de rien, m'a fait réaliser qu'il fallait vraiment former ce profil. Ouais. Voilà. Et le valoriser. Aujourd'hui, moi, j'aime bien dire, mon job, au-delà de l'aspect technique de la formation, je suis aussi un acteur qui valorise ces hommes et ces femmes et cette filière aux yeux du grand public et de l'écosystème globalement. Ouais, et puis elle a besoin de cranter. C'est vrai que l'expérience de livraison, notamment urbaine, elle est souvent passable, sinon médiocre, quoi. Donc, je prends un exemple, pas plus tard qu'avant-hier. Avant-hier, je croise un livreur dans mon secteur à Franconville et le livreur, il est arrivé avec un sourire, mais ça m'arrive une fois tous les 3 ans, avec un smile incroyable. Bonjour Monsieur Dombé. Donc bonjour Monsieur Dombé. Donc il a eu la présence d'esprit de regarder le colis. Bonjour Monsieur Dombé, j'espère que vous allez bien. Ah, voici votre colis. Et du coup, on a discuté pendant 2 minutes 50. Je lui dis, bougez pas. J'ai 10 euros qui traînaient, tac, pour boire. Génial. Et ça m'arrive une fois tous les 2 ans. Et je pense que quand tu es consommateur, ça t'arrive une fois tous les 2 ans. Ah ouais, sinon c'est ton colis, t'es balancé, tu le retrouves, il était sous la flotte. Oui, bonjour monsieur, je suis là, descendez. Non. Donc je pense qu'il y a un vrai travail à faire. L'autre jour, je me suis mis un peu au running, là. Je me suis acheté une super paire de running, tu vois, une bonne godasse. J'ai mis un peu le prix dedans. Et j'étais absent de chez moi. Le colis, tu le retrouves sous la flotte. Il est jeté derrière le portail. Pendant 2 jours, il pleut. Ça va, c'est les godasses, tu vois. Si c'est un... Ça peut sécher. Donc, si c'est un iPhone, c'est pareil, quoi. C'est pas possible, en fait. Non, c'est pas possible. Non, il y a un vrai sujet. Et je pense que l'écosystème prend de plus en plus conscience parce que le transport, la supply chain se digitalise aussi. Donc, il y a une vraie prise de conscience par rapport à ça. Mais c'est pas jusqu'à aujourd'hui, même si je pense que le time to market est là, voilà, c'est pas encore fait, quoi. Voilà. C'est pas encore fait. Ok. Je sais que t'as quelques stats, quelques chiffres qui expliquent, qui précisent, je sais pas, le champ, en quoi l'expérience de livraison optimale est un enjeu de différenciation, quel impact ça peut avoir, c'est quoi la problématique du marché. Tu as quelques points de référence un peu macro? Je vais te dire que tous les business plans des e-commerçants tablent sur le fait qu'un consommateur, un profil,
doivent avoir un repeat business de 4 ou 5 fois dans l'année. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'Augustin, s'il n'est pas trop mauvais, doit commander entre 4 et 5 fois Chez son chez nous. e-commerçant. Ok. Exactement. Donc, il faut être capable de répéter ce repeat business. Mais la réalité est que si Augustin a une très mauvaise expérience de la livraison, Il recommandera il ne jamais. répondra jamais. Et Et il ira commander chez quelqu'un d'autre en se faisant certainement livrer par le même livreur. exactement, parce qu'évidemment, Augustin qui n'est pas rompu et qui n'a pas les pieds dans le secteur ne se dira pas c'est le transporteur. Il se dira c'est la marque. C'est la marque. Alors que potentiellement, le transporteur du secteur livre Eh, plusieurs marques. eh, bien sûr. Donc, ça impacte directement le repeat business. Évidemment, des stats adressés aux transporteurs. Aujourd'hui, le turnover moyen chez un transporteur, c'est 70%. C'est-à-dire qu'un transporteur qui a 100 livreurs change de tête 70 fois dans l'année. C'est incroyable. Et je te parle même pas des coûts cachés. De tout ça. RH. monstrueux. J'aime bien donner cet exemple. S'il y a 70% de turnover, c'est-à-dire que la RH, s'il n'y en a qu'une, qui ne fait que du recrutement, un mois et demi après, parce qu'évidemment, quand tu recrutes en speed recruiting, comme je le faisais à l'époque, donc les mecs, tu passes du temps à recruter et tu les mets à la poubelle un mois et demi après. Donc, c'est-à-dire que le travail de la RH, tous les mois, Et au passage, il t'a éclaté un rétro, un machin. tu jettes 70% du salaire de la RH. C'est ça que ça veut dire. Parce que si tous les mois, il te reste 3 gars sur 10, ben, c'est-à-dire que 70% du taf de la RH, c'est mis à poubelle. Et c'est plein de coûts cachés comme ça, accumulés, qui me font dire qu'aujourd'hui, c'est normal qu'un transporteur du dernier kilomètre fasse des marges Ridicule. Sinon, négative. Moi, je pense sincèrement qu'on peut faire 10 points de plus. Par contre, c'est être capable d'être très fort et de faire comprendre à son donneur d'ordre que si tu veux 5 mecs pour mercredi, on est mercredi, si tu veux 5 mecs pour dans 2 jours, ben, c'est pas moi. C'est un tracteur. Moi, je mets 3 semaines. Parce qu'il y a ci, il y a ça, je prends le temps de recruter. Parce que je sais que si j'en prends 2, ben, ils resteront pas. Et ce sera que des coûts cachés. Mais voilà. C'est tout un écosystème à éduquer, mais aujourd'hui, les transporteurs sont encore dans la phase, à part les top, hein, mais 90% des transporteurs sont encore dans cette phase de... Ça reste des PME. Voilà, je vais gagner de l'argent, je vais faire de la croissance, au détriment de la qualité, au détriment du social, et au détriment aussi des coûts. Voilà. C'est qui tes clients, du coup? C'est les transporteurs ou les marques? Non, les transporteurs. C'est les Mon transporteurs. client, c'est le transporteur. Qui va être le sous-traitant d'Amazon, de Exactement, c'est colis ça. privés, de... C'est le transporteur qui salarie ses livreurs. qui a une flotte de... Entre 50, moyen entre 50 et 200 livreurs. Ok. Donc, c'est eux mes véritables clients qui ont besoin d'accompagnement. Et généralement, c'est le transporteur qui a 100 livreurs parce qu'à 50, bon, il fait un peu la débrouille. À 100 mecs, tu commences à avoir des sujets RH, des sujets de turnover, l'expert comptable qui te prend S'il a un peu 100 la mecs tête. et qu'il doit en recruter 70 par an, ça fait des badges de 5 à 6 par mois. C'est ça. Faut les enquiller, quoi. Exactement. Donc voilà, et c'est pour ça que ça marche plutôt bien, parce que voilà, aujourd'hui, je suis un des seuls acteurs à avoir des chiffres réels de l'impact de la non-formation et du non-accompagnement d'un livreur dans le secteur. Ça fait, du coup, tu as créé Delivery Academy en Fin 2018. fin 2018, donc ça fait 4 ans que tu fais ça. C'est mon 7e bilan cette année. Fin 2018, oui, je sais pas compter. Hein. Septième année que tu fais ça. C'est ça. T'as formé combien de conducteurs? À peu près plus de 2000. Ok. Plus de 2000. Donc, t'imagines, je pense, le secteur du dernier kilomètre représente plus de 500 000 livreurs salariés. Ok. Donc, 2000, c'est rien. En Europe? En France. En France? En France, oui. Il y a près de 500 000 livreurs salariés. Donc, et ça ne fait que grandir puisque les besoins augmentent, le marché s'accroît, les habitudes s'ancrent et se démultiplient. Donc, ça grandit tous les jours. Moi, je sais qu'un gros acteur comme Amazon charge des acteurs de livraison tous les jours. Donc, en former 2000... Puis il y a des boîtes qui tombent, du coup d'autres qui naissent, et puis il faut reprendre un processus à zéro. C'est ça. Ok. Donc, j'ai eu taf. T'as du taf, ouais. Il y a beaucoup de boulot. Okay. Bon, c'est bien beau. Enfin, typiquement, cette année, on a fait une très grosse année. On a formé un peu plus de 1500. L'année prochaine, on doit en former à peu près entre 3 et 4000. Mais c'est énorme pour nous. Mais remis dans le contexte du marché, c'est ridicule. Ouais. Donc, ça montre toute la puissance qu'il y a derrière, tout le travail qu'il y a derrière. Et je pense qu'il faudra d'autres acteurs comme moi, clairement.
Tout à l'heure, tu me disais que la nana de la NPE, là, elle se demandait mais qu'est-ce que tu leur dis aux livreurs? Ok, on a bien compris la mission de la Delivery Academy, former les conducteurs des transporteurs du dernier kilomètre pour offrir une expérience de livraison optimale de manière à boucler la boucle de l'expérience utilisateur et permettre aux e-commerçants de fidéliser leurs clients et permettre aux transporteurs de fidéliser leurs conducteurs sur un métier particulièrement en tension. Ok, ça j'ai à peu près bien reformulé, j'ai bien compris le truc. C'est nickel, c'est exactement ça. T'as formé 4000 conducteurs. Plus de 2000. Plus de 2000, pardon. Ouais. Conducteurs. T'as l'ambition d'en former entre 3 et 4000 cette année. C'est ça. Ça reste une goutte d'eau dans l'océan, mais il faut bien commencer quelque part. Donc, tu as un job immense devant toi. C'est ça. Qu'est-ce que tu leur racontes aux conducteurs ça consiste en quoi, en fait, le cursus de la Delivery Academy? Qu'est-ce qui fait que quand ils sortent de chez toi, il fait waouh. Ouais, il fait waouh. Mais déjà, le parti pris est de leur dire, on va vous former sur des éléments que vous ne faites pas tous les jours. Donc, on va vous proposer un autre angle de votre métier. Donc, un point de vue chef d'équipe, point de vue Rex, point de vue dirigeant, ok, pour que vous puissiez comprendre l'ensemble des interlocuteurs de votre écosystème. Qu'est-ce que le consommateur attend? Qu'est-ce que les clients entreprises attendent? Etc., etc., etc. Donc, déjà, une grosse partie comportementale. Parce qu'aujourd'hui, le principal sujet chez les livreurs, c'est le comportement. Pourquoi tu n'es pas là? Pourquoi tu es en retard? Etc. Donc, il faut les rapprocher, les connecter au plus près avec cette notion qui est naturelle pour nous et familier, cette notion de la performance. Waouh, tu dis un livreur, performance. C'est quoi performance? C'est arriver tous les matins à l'heure, tous les matins à l'heure. C'est pas casser le camion. Pas casser le camion, etc. Déjà, il faut un peu entrer dans leur tête et vraiment, c'est une prise de conscience. On est vraiment sur la prise de conscience pour que la partie comportementale soit alignée avec leur projet perso. Et c'est ça la clé. Okay. Et c'est pas en disant en réalité, c'est pas en disant il faut sourire au client sans lui dire en 30 minutes. Non, c'est comprendre pourquoi toi, Augustin, t'es pas performant. Mais nous, on est capable de les aligner, de les réaligner avec la vision du pro et leur vision du perso. Ok, si je comprends bien, c'est en leur faisant comprendre leur place dans l'écosystème, en reliant ça avec leur projet personnel. C'est ça. Que tu fais passer du coup un contenu savoir-faire, savoir-être. Exactement. Je prends un exemple. Déjà, sur 10 mecs, quand j'ai 10 mecs en promotion, je leur demande qu'est-ce que vous voulez faire dans 2 ans? Accroche-toi. Seuls 2 ont une vision précise de ce qu'ils veulent faire dans 2 ans. Donc, je leur dis qu'est-ce qui vous motive à vous lever tous les matins et performer? Il faut remplir le frigo. Moi, je leur dis non. Ça, c'est la responsabilité de tous. Ce n'est pas une motivation. Qu'est-ce qui vous motive à une vision de 2 ans? Et c'est comme ça qu'ils sortent de la journée avec une vraie remise en question. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais ça? Ok, je le fais parce que j'ai un projet en 2 ans. Donc, je dois performer. Donc, c'est en les préparant à un projet externe ou interne que je les mets en posture de performer. Voilà. Parce que tout le monde se dit, si j'ai un projet à 2 ans, interne ou externe, je vais commencer à performer dans 18 mois. Non. Comme nous, entrepreneurs, c'est une préparation. Donc, du coup, ils sortent de la journée. Tu veux te marier, tu veux acheter un appart, tu veux changer de bagnole, tu veux partir en vacances, tu veux... Sois bon. Tu veux retourner au pays et régaler la famille, tu veux, peu importe, essayer de le connecter à ça. Exactement. Tu veux devenir chef d'équipe? Mais je sais pas, dès demain, tu prends la fiche de poste de chef d'équipe, tu regardes les compétences, tu y travailles. Ça te prend 18 mois, mais tu y travailles. Okay. Donc, c'est les reconnecter avec la performance et ils sortent de là ravis. Évidemment, il y a une partie technique, éco-conduite, évidemment, sécurité routière, le constat. Ouais, mais pour que tout ce contenu-là, il passe, en fait, il faut qu'il y ait un pourquoi un peu plus important. C'est presque du coaching. C'est vrai. C'est mon secret.
C'est ton secret. Je suis leur coach sur une journée. Ok. Et évidemment, les mecs sont ravis. Évidemment, Station F, pour tous les clients franciliens. Ouais. Parce Ça que se fait en présentiel ici? Non, full présentiel. C'est un choix stratégique. Ouais. Et j'ai pas voulu surfer sur la EdTech. Oui, la formation distancielle. Je connais mon persona. Tu consommes ta visio. Voilà. Parce que mon persona a besoin d'être valorisé, a besoin de monter en compétence, a besoin de trouver un persona en face de lui inspirant. Et c'est aussi ma force, c'est que tous mes formateurs sont tous des profils en responsabilité opérationnelle dans les entreprises. Donc, ils se disent tous, je veux être comme Victor. Ok. Et ça marche. En plus, quand ils viennent à la station F, waouh, il fait waouh tout de suite. Il voit le truc, c'est quoi cet endroit C'est vrai que c'est ouf. C'est ouf. Enfin, moi, je viens de l'écosystème startup. Je n'avais jamais mis les pieds à la station F. C'est impressionnant. C'est Et complètement dingue. je te prends un exemple tout simple. Je prends juste le sujet de l'habillement. Aujourd'hui, c'est un combat de se dire, le livreur doit venir au moins en jean parce qu'il représente la marque. Mais il y a des livreurs qui ont débarqué ici en survêt. Je peux te garantir que de la 5e minute, ils étaient tous mal à l'aise. Ah ben. Parce qu'ils ont réalisé qu'ils vont rester en survêt dans cet écosystème toute la journée. Et boum, et t'as même pas besoin de le dire que le message passe. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que j'avais ressenti ça, tu sais, dans les chauffeurs Uber, mais de la première génération, quand Uber prenait pas 30% de marge et que les mecs avaient tu mettais ce mec-là qui, au volant d'une belle bagnole, du jour au lendemain, il faisait attention à la manière dont il s'habillait, attention à la manière dont il parlait, à son comportement de conduite. Valorisation plus. Et en fait, à partir du moment où, et c'est pareil, ce type-là, il avait un projet perso, un projet pro d'émancipation et enfin une reconnaissance sociétale. Et en fait, quand tu alignes ces trois sujets-là, ben, le stéréotype du gars de banlieue, il disparaît, il saute complètement, quoi. T'as en face de toi un gars qui a envie, qui a des projets et qui veut bosser. Et moi, mon job aussi, c'est de dire, évidemment, je forme tout le monde pour faire en sorte que la performance opérationnelle de l'entreprise puisse progresser. Mais mon vrai job, c'est détecter les talents. Évidemment, quand j'ai des transporteurs qui ont 200, 300 livreurs, je suis capable de leur dire, voici ton top 10, ton top 15. Attention, c'est potentiellement tes futurs chefs d'équipe. Donc, highlight sur eux. Et les clients, ils kiffent. Parce que ça confirme, ou ça infirme, ou ça challenge leur perception, s'il y en a une. S'il y en a une. Voilà. Ok. On a le job de la Delivery Academy, c'est le livreur du dernier kilomètre. C'est ça. Essentiellement le livreur e-commerce. D'autres verticales à explorer. Tu t'ouvres, tu vois, on arrive sur la fin de cet échange. Est-ce que tu te dis, que tu as déjà un lifetime job avant de former les 400-500 000 livreurs du dernier kilomètre? Est-ce que tu souhaites revenir à tes premiers amours de cette livraison urbaine, vélo, scooter, sur la food, les courses, etc. Est-ce que je crois qu'il y a un demi-million de conducteurs poids lourds aussi. Est-ce que c'est une verticale que tu as déjà imaginée ou déjà palpée d'ailleurs? Bien sûr. Revenir à mes premiers amours des transporteurs, je pense que non, parce que j'ai vécu, c'est très dur. Ouais. Et je pense que heureusement que tu es là et qu'il y a des acteurs comme toi qui vivent le transport depuis depuis le bas âge. C'est dur, c'est un métier dur. Ouais. Et étant formateur aujourd'hui... Ouais, il n'y a pas beaucoup de start-upers en production transport pur. Il y a très peu. Donc aujourd'hui, oui, même si j'ai passé 4 ans quand même à galérer un peu, il faut le dire, même si avec du recul, en réalité, c'est le cheminement de toute boîte normale. Non, aujourd'hui, j'ai un lifestyle plutôt confortable. Okay, même si mon sujet principal, c'est continuer à convaincre, à évangéliser, mais j'ai plus de facilité parce que maintenant, j'ai un peu de visibilité, j'ai de la crédibilité, j'ai surtout des métriques très fortes. Est-ce que j'ai d'autres verticales transporteurs poids lourds? Non, je pense pas. Pourquoi? Parce que il y a des mecs comme Laftral, Promotrans, qui s'en occupent très très bien, ils le font depuis des décennies. Ok, même si j'arrive avec ma fraîcheur startup, j'estime qu'à part la fraîcheur, j'aurais pas forcément de plus-value dessus. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres verticales? À une époque, j'avais pensé à
à créer une académie pour les techniciens de service, / femmes de ménage, hommes de ménage, mais il faut le temps. Et comme tu l'as dit, avec 500 000 chauffeurs, T'as déjà j'ai déjà pas mal de boulot. Ouais. pas mal de boulot. C'est ça. Ok. Merde, j'ai perdu ma question. La station F. Pourquoi la station F? Je rebondis, hein. Bon. Pourquoi la station F? Mais figure-toi que j'entre. Comment t'es arrivé là, du coup? Mais j'entre par le biais de. J'ai une super entrepreneuse que je connais peut-être, Vélo. Non. Vélo, c'est eux qui fournissent tout l'écosystème en vélo de livraison professionnelle. Ok, d'accord. Et la fondatrice s'appelle Asma, elle est juste géniale. Et c'est elle qui. Asma, si tu nous écoutes, Exactement. on t'embrasse. Exactement. Franchement, elle est géniale, passionnante en plus, très inspirante. Donc, elle arrive à l'incubateur, elle me dit, ellipse temporelle, on se rencontre chez Parenco, Ouais. le gros incubateur Parenco. Incubateur. Donc, elle arrive ici, elle me dit, Augustin, il faut que tu sois là. Donc, du coup, c'est elle qui m'accompagne, elle présente son investisseur marocain qui cherchait plus ou moins des fondateurs africains. Et c'est comme ça que j'entre par cet investisseur marocain et à l'incubateur HEC. D'ailleurs, incubateur juste incroyable en termes d'accompagnement et franchement, rien à dire. Très, très fort. Et je vais te faire un lien avec... je suis intervenant à l'UST sur la partie entrepreneuriat depuis 3-4 ans. Trop cool. Et le constat de base était de dire quoi? Était de dire, c'est dommage que dans l'écosystème élitiste, c'est pas le bon mot, qui performe, l'écosystème de start-up, qu'il n'y ait pas assez d'enfants de la supply chain. Ouais. Et le questionnement de base était de se dire... Généralement, c'est les mecs extérieurs à la supply chain qui reniflent des opportunités et qui viennent disrupter le marché. Exactement. Et je me disais, pourquoi c'est un mec qui a fait HEC, ESSEC, qui vient disrupter... Qui fait des projets supply chain. Ouais. Non, hors de question. Et qui viennent à l'EST. Et qui viennent à l'EST. C'est incroyable. Et c'est comme ça que j'avais proposé ce projet de base à un des directeurs chez QA qui propose ça, pour dire, il faut au moins sensibiliser les EST1 à l'innovation, à l'entrepreneuriat. Ouf. Pour moi, ce sont les EST1 qui doivent porter les projets d'inno dans la tech. De la tech du secteur, bien sûr. C'est pas un mec qui a fait finance qui doit le faire. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé mon parcours d'intervenant. Donc, du coup, je suis revenu à mon école, à mon école mère. Donc, c'est pour ça que de temps en temps, quelques heures par an, je sensibilise les profils à l'innovation et je fais le lien avec HEC parce que du coup, moi qui suis à la plateforme HEC, je suis le seul mec qui a fait UST. Donc, par l'incubateur, ok, donc tu rentres à l'incubateur HEC et l'incubateur HEC a un bout de station F pour ses pépites. Pour ses pépites, et du coup, t'es installé là. Exactement, c'est ça. Ok. Ouais, ça doit faire un sacré waouh à tes conducteurs là quand ils arrivent. Pas que. Les DRH, les fondateurs, tout le monde. Ah ouais, tout le monde. Moi, tout à l'heure, j'étais bouche bée en arrivant. Mais franchement, je suis très content pour les livreurs parce que, tu sais, moi, on a craché la première boîte avec Joël parce qu'on se considère comme des entrepreneurs à impact. Ouais. Si on avait fait ce pari à l'époque de salariés des livreurs, on savait pertinemment que c'était un pari très fort et très risqué. Très risqué, ouais. Mais aujourd'hui, un livreur... Surtout sur un métier naissant, quoi. C'est ça. Aujourd'hui, un livreur doit se marier, doit avoir un crédit maison, donc il faut des fiches de paye. Bien sûr. Donc il faut qu'il soit salarié. Donc c'est pour ça que j'ai toujours milité, c'est pour ça que j'ai toujours été un peu le porte-drapeau de ce profil-là, qui en réalité a plein de choses à faire devant lui, quoi. Donc ouais. Donc quand il vient à la station F et quand je vois les étoiles dans leurs yeux, ben, je suis content. J'ai l'impression de faire le job, voilà. Comme quoi la forme, le packaging a un impact majeur, quoi. Je vais plus loin que ça, et ça c'est ma vision futuriste d'une académie. Aujourd'hui, avec des outils comme ChatGPT, la valeur ajoutée n'est plus dans l'ingénierie pédagogique, même si chacun a ses secrets, moi je sais comment j'onboard, etc. C'est vrai que tu peux fabriquer un programme de formation en 14 secondes. Donc c'est plus ça. Pour moi, une académie doit être à la croisée des chemins entre cette performance pédagogique et ce côté événementiel.
Ouais, il y a l'incarnation, ce que tu disais tout à l'heure, faut C'est ça, inspirer. il faut inspirer, c'est ça. Parce que si la forme n'y est pas, le profil n'aura pas cette ouverture pour accepter l'intégration des compétences. Ouais. Alors que pendant de très très longues années, c'était l'inverse. On arrivait, gros PowerPoint, bou, compétences sans la forme. En tout cas, avec ce persona-là, il faut la forme pour ensuite penser ou essayer de faire en sorte que les compétences puissent faire effet opérationnellement dans les entreprises respectives. Ouais, il y a toucher une émotion, connecter la personne. C'est ça. Et Et moi, j'ai plein de témoignages aujourd'hui de livreurs qui me disent, Augustin, d'ailleurs, tous les chefs d'équipe que j'ai formés, les 3/4 sont passés responsables de site, tous ces évolutions. Je crée quelque chose. Ce truc de oui, tu peux. Oui, tu peux. Un livreur, pareil, j'ai plein de témoignages de livreurs qui sont devenus chefs d'équipe ou de livreurs qui ont commencé leur projet. Moi, j'ai mon GM qui reçoit plein de livreurs qui leur disent en formation, je veux créer ma boîte. Donc, on accompagne aussi en des forme projets entrepreneuriaux, des futurs entrepreneurs. prestataires d'Amazon. Tu vois. Et quand on a de belles histoires comme ça, on est très, très, très content. Voilà. Ok, trop bien. C'est quoi la suite? C'est quoi la vision de la Delivery Academy? Qu'est-ce que tu... Ouais, si on se dit dans 3-5 ans, il est où, Augustin Doumbé? Dans 3-5 ans... il est toujours à la station F, il squatte toujours ici? Je bouge pas. Parce que normalement, c'est 2 ans max. Je bouge pas. Je bouge pas. Non, en réalité, dans 3-5 ans, c'est... D'ailleurs, j'ai donné une interview à ce sujet, je sais plus où, c'est objectif 10 000 mecs formés. Ok. 10 000 formés chaque année, ça fait beaucoup. Mais je pense que ouais, dans 3-5 ans, ça sera possible. Et comme je t'ai annoncé les chiffres tout à l'heure, ce qui est bien, c'est que moi, quand j'ai un client, il bouge pas. Donc, chaque année, je forme les livreurs de mon client, turnover compris, avec ce challenge de réduire ce turnover, évidemment. Donc, oui, dans 3-5 ans, être capable de former 10 000 livreurs en toute France. Ouais. Ok. Si je te laisse le mic pendant 30 secondes de plus, et tu peux t'adresser aux transporteurs du dernier kilomètre, transporteurs et ceux qui ont accès à tes services et tous ceux qui n'y ont pas accès parce que t'es pas sur ces verticales-là. Qu'est-ce qu'on a envie de leur dire à ces chers transporteurs? Ben, cher transporteur, j'ai bien envie de te dire que déjà tu fais un très beau métier et merci d'exister parce que sans toi, sans moi, je pense que beaucoup de cet écosystème n'existerait pas. Par contre, les défis de demain, évidemment, au-delà des enjeux environnementaux, sociaux et techno, qui doivent être réellement pris en charge, voilà. Pour moi, il faut le faire avec qualité, avec passion. Et je pense que le premier axe, c'est le social. C'est tes livreurs, ton chauffeur. Comment faire en sorte qu'Augustin puisse rester 30 ans chez toi? Comment faire en sorte qu'Augustin puisse avoir le smile tous les jours chez toi et devant les clients? Donc, pour cela, il faut prendre conscience qu'il faut les former, les accompagner. Évidemment, je suis là pour ça. Et d'autres seront aussi là pour ça. Mais l'idée, c'est que tu puisses prendre conscience que ton livreur est une de tes plus grosses valeurs ajoutées. Donc, garde ça en tête et à bientôt, j'espère, pour une collaboration. Et merci à mes clients historiques et un peu plus récents de faire confiance à Delivery Academy et d'expérimenter également cette aventure. Voilà. Trop cool. Ben, merci Augustin. Merci Victor. Ça fait, je sais pas, 40-50 minutes, un truc comme ça qu'on est là. Waouh, ça passe vite. Moi, j'ai appris plein de trucs. Je trouvais ça vraiment d'enfer comme interview. C'est vraiment un bon moment sur ton parcours, ta capacité à détecter Une niche dans les niches. Ouais, une niche dans la niche, exactement, sur des sujets des momentum, quoi, le bon moment pour faire quelque chose. T'étais là au tout début, à la naissance de cette livraison urbaine, sur cette explosion du e-commerce et de l'enjeu de cette expérience de livraison, de cette expérience client optimale, sur comprendre comment une bonne ingénierie pédagogique, comment une bonne incarnation d'un dispositif de formation et comment un écrin exceptionnel
permet de transformer la trajectoire professionnelle de quelqu'un. C'est aussi une leçon de résilience, parce que il y a eu les hauts et les bas. Il y a eu beaucoup de bas, oui. dans le parcours d'Augustin. En tout cas, tout le meilleur pour la suite. J'espère voir la Delivery Academy un jour sur le transport poids lourd, parce que je suis persuadé que il y a plein de choses à faire pour offrir une expérience client, une expérience de livraison encore plus optimale sur le poids lourd et le B2B aussi. À bientôt, chers auditeurs. TRM, on t'aime, quoi. Ciao. Salut Augustin, merci. Merci Victor. Félicitations, vous êtes allés jusqu'au bout de cet épisode de TRM on t'aime. Merci de liker, de partager autour de vous et bien sûr de nous laisser 5 étoiles. Ça nous aide énormément à faire résonner la voix de notre industrie qui en a tellement besoin. Si vous souhaitez vous aussi participer à ce format, raconter votre histoire, partager votre vision, vos secrets, ou une innovation qui pourrait transformer le secteur, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je suis Victor Gonzalez et je vous dis à très bientôt sur TRM on t'aime.